On a tort de dire que c'est un problème globalement européen, c'est faux. C'est un problème belgo-français. Mélenchon disait en 2010 « les musulmans se stigmatisent eux-mêmes » et en 2015 il disait « chacun a le droit d'être islamophobe comme on est christianophobe ». Il y a une évolution chez Mélenchon qui ne supportait pas la moindre critique d'Israël dans les années 2000. Il y a chez lui une part de clientélisme massive. Son électorat est dans les banlieues populaires islamisées où la population arabo-musulmane est importante. Quand les terroristes du Hamas sont entrés dans le kibbutz Be'eri et qu'ils ont tranché le bras d'une petite fille qui a perdu son sang pendant plusieurs heures et qui en est morte, si ça c'est de la résistance, ces gens-là sont soit des salauds, soit des imbéciles. Il y a toute une idéologie tiers-mondiste, anti-occidentale, anti-française, anti-sioniste viscéralement, et peut-être un fond d'antisémitisme, chez certains d'entre eux, c'est probable. Toute la communauté musulmane de France aurait du mal à accepter qu'on qualifie le Hamas de terroriste. Pour eux, c'est un mouvement résistant, pour une grande partie d'entre eux au moins. Et je suis très ému par le retour de conscience d'un Julien Drey ou d'une Esther Benbassa, surtout d'une Esther Benbassa. Enfin, ils ne vont pas s'acheter une virginité à si bon compte. Bonjour Georges Bensoussan, bienvenue sur FP+. Bonjour. Vous êtes historien, vous avez consacré de nombreux ouvrages sur l'antisémitisme, le sionisme ou encore la Shoah. On peut citer Les territoires perdus de la République en 2002, ou encore Une France soumise en 2017, Un exil français en 2021, lié à votre procès, on en reviendra dans la suite de l'interview, et Les origines du conflit israélo-arabe au début de l'année. J'ai envie de commencer avec la situation telle qu'elle apparaît aujourd'hui depuis le 7 octobre et les attaques terroristes du Hamas, entre les étoiles de David taguées sur des murs, la recrudescence d'actes antisémites. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça dit de la situation en France? Et est-ce qu'on pourrait parler, comme on dit, du djihad d'atmosphère? Est-ce qu'on pourrait parler d'un antisémitisme d'atmosphère ou c'est trop léger comme expression d'après vous? Non, c'est une expression qui est justifiée, antisémitisme d'atmosphère, tout autant que djihadisme d'atmosphère, parce que dans le cas du djihadisme d'atmosphère de Keppel, il y a des passages à l'acte. Dans le cas de l'antisémitisme d'atmosphère aussi. On l'a bien vu, de l'hypercachère, enfin Mohamed Merah, hypercachère, Médine et Mouche, qu'on oublie toujours, en Belgique, etc. Alors qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire un effet de lassitude et de répétition terrible, parce que il y a près de 25 ans que la sonnette d'alarme a été tirée, avant nous déjà. Et nous, quand on a fait les territoires perdus de la République, c'était il y a 21 ans, mais on avait des précurseurs. On avait Christian Gélène, journaliste qui est aujourd'hui décédé, qui avait fait un très bon travail sur les banlieues. Pierre-André Taguieff, en même temps que nous, sur les nouveaux aspects de la judéophobie. C'est, je crois, à peu près le titre de son livre. On a l'impression d'une redite, d'une répétition. Mais pas seulement, on a l'impression aussi d'une aggravation, d'un enquistement, d'une aggravation, et à l'échelle française et belge, plus qu'à l'échelle d'autres pays européens, mais les autres pays européens sont aussi touchés. Mais dans une moindre mesure quand même que la France. On a tort de dire que c'est un problème globalement européen, c'est faux. C'est un problème belgo-français, massivement belgo-français. Les autres pays sont de plus en plus touchés, et on sait pourquoi, précisément. Alors on reviendra un peu plus tard sur ça, il y avait au Royaume-Uni, en Allemagne, on en parlera un peu plus tard. Je vais revenir un peu sur la position de Jean-Luc Mélenchon, la position d'une partie de la gauche, après le 7 octobre. Ça a été plutôt discret de leur part comme réponse, jusqu'à Obono qui dit que c'est un mouvement de résistance, que le Hamas est un mouvement de résistance. Vous pensez que, au-delà du clientélisme, comment vous analysez ces prises de position? On rappelle quand même que Mélenchon, c'est quelqu'un qui disait en 2010 les musulmans se stigmatisent eux-mêmes, en tout cas les femmes voilées. Et en 2015, il disait chacun a le droit d'être islamophobe comme on est christianophobe. Il avait dit ça, il me semble, en 2015. Oui. Donc aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y a que du clientélisme? Non, vous avez raison, c'est plus compliqué que ça. Alors, il y a une évolution chez Mélenchon qui ne supportait pas la moindre critique d'Israël dans les années 2000. Il était très ami de Julien Drey. C'est Julien Drey lui-même qui me l'a dit il y a 2 semaines quand on est passé ensemble à Sud Radio avec Alexandre Devecchio. Il a été frappé par l'évolution de Mélenchon. Alors, chez Mélenchon lui-même, c'est complexe. Il y a la situation du personnage lui-même et son itinéraire biographique, je ne veux pas m'en mêler, mais je pense que ça joue un rôle. Mais je crois qu'il y a chez lui, en particulier chez lui, et une partie de ses alliés de LFI, une part de clientélisme massive. C'est-à-dire qu'il sait très bien que son électorat est dans les banlieues populaires islamisées où la population arabo-musulmane est importante,
où l'abstention est très importante et où il suffit de quelques centaines ou de quelques milliers de musulmans qui se sentent représentés par lui pour faire basculer le vote en faveur des députés LFI et en faveur peut-être même lors d'une présidentielle d'un candidat tel que lui. Bon. On sait aussi que l'abstention est de moins en moins forte d'ailleurs dans ces quartiers. Oui. On l'a vu à la dernière présidentielle, elle était de moins en moins. Donc il peut capitaliser là-dessus également, se dire au final c'est peut-être le bon calcul à faire. En fait, il va capitaliser sur les abstentionnistes qui sont très, très nombreux. Donc chez lui, qu'il y ait un calcul électoral chez lui, à savoir que la nouvelle clientèle qui demain amènera la gauche au pouvoir, c'est cette clientèle des banlieues, de cette France-là, c'est tout à fait possible. Bon. Chez d'autres, en revanche, c'est beaucoup plus complexe. Il y a chez certains d'entre eux un anti-israélisme rabique profond qui fait que, sans donner de nom, mais enfin ceux qui refusent absolument de dire du Hamas que c'est un mouvement terroriste et même qui vont jusqu'à en parler de résistance, après ce qui s'est passé le 7 octobre, là on est carrément dans le négationnisme pur. Alors je ne sais pas si on est dans l'antisémitisme, je n'en sais rien, on ne peut pas sonder les cœurs et les reins, comme on dit, les cerveaux, je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est dans quelque chose de glauque, profondément de glauque. Je vais vous donner un exemple simple. Si les Ercilia Sourdé et autres Mathilde Panot ou Bompard, qui sont la garde rapprochée, si vous voulez, de tout ce petit monde mélenchonien, refusent de parler de mouvements terroristes à ce propos, ça signifie que le 7 octobre, quand les terroristes du Hamas sont entrés dans le kibbutz Be'eri et qu'ils ont tranché le bras d'une petite fille qui a perdu son sang pendant plusieurs heures et qui en est morte finalement, quand les secours sont arrivés, elle était en train d'expirer, si ça c'est de la résistance, ces gens-là sont soit des salauds, soit des imbéciles. Et je pense que politiquement ils ont leur agenda, ça n'empêche pas que ce sont quand même des salauds. Vous les pensez insincères, mais... Insincères, pas forcément, pas chez certains d'entre eux. Oui, c'est qu'il y a une pas base. Tous. Parce que Mélenchon, c'est très mélangé, les filles, vous savez. Mathilde Garrigou, Garrido, c'est bien son nom, hein, Garrido, pardon. Il y a Raquel Garrido qui était un peu excommuniée, on va dire, avec la bière, avec vous voyez qu'il y a tout ce branche, Ruffin, Garrido, Clémentine Autain, etc. C'est pas exactement la ligne mélenchonienne. Exactement. Et aujourd'hui, on voit Porte, Guiraud, Obono, voilà, tous ces gens-là qui sont la garde rapprochée, comme vous l'avez dit, de Mélenchon. Alors chez Obono et autres, il y a sans doute peut-être d'autres motivations qui jouent, je n'en sais rien. Je ne peux pas encore une fois sonder les uns et les autres. Une chose est sûre, c'est qu'il y a du clientélisme, mais pas que du clientélisme. C'est indéniable. Qu'il y a toute une idéologie tiers-mondiste, anti-occidentale, anti-française, anti-sioniste viscéralement, et peut-être un fond d'antisémitisme, chez certains d'entre eux, c'est probable. Oui, parce qu'il y a des nouvelles têtes qui émergent, les plus jeunes, et eux, en revanche, ils sont empreints. C'est-à-dire que ce conflit le vivent peut-être dans leur chair, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'après, ils ont leur idéologie, mais vu qu'ils sont plus jeunes, il y a aussi, ils ont été façonnés dans les banlieues, ils ont grandi à l'intérieur d'un environnement particulier. Il y a effectivement le facteur jeunesse et le facteur ethnique qui a joué. Ouais, ces deux facteurs conjugués font que ce conflit israélo-arabe, pour eux, c'est une caisse de résonance, et c'est un conflit qui a une ampleur, qui a un écho extraordinaire, surdimensionné par rapport à ce qui se passe. Vous pensez que la gauche, elle peut faire son aggiornamento, ou vous pensez qu'aujourd'hui, comme vous dites, elle a un calendrier, donc elle ne reviendra pas en arrière, elle va aller jusqu'au bout? Mais la gauche est très diverse. Comment peut-on mettre sous le même nom ceux qui restent du PS, LFI, la branche dissidente du PS, les communistes, et tout un certain nombre d'intellectuels qui se veulent encore de gauche, comme Jean-Claude Michat, et qui n'ont rien à voir avec ce clan-là. C'est très divers, la gauche. Mais ce sont eux qui font... Enfin, Mélenchon a fait 21-22% à la dernière présidentielle. Donc pour l'instant, c'est lui qui rassemble le plus de voix. Oui, il a été le fédérateur. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il le sera demain. Demain, il aura 77 ans ou 75 ans. Je ne suis pas certain qu'il se représente aux élections. Ils vont forcément devoir trouver de nouvelles têtes. Un petit mot sur les instances religieuses. Parce qu'on a été interpellé aussi par cette déclaration du recteur de la Grande Mosquée de Paris. Oui. Qui, donc il est invité sur BFM avec le grand rabbin de France. Et il dit, il est anormal qu'un musulman soit antisémite. Oui. Quelques jours plus tard, il fait une autre déclaration. Il revient un peu en arrière en disant, je n'ai jamais dit que le Hamas était un mouvement terroriste, je crois qu'il emploie cette expression. Oui. Et il essaye de se couvrir, il se défend, il se protège
Est-ce que, pour aller droit au but, comme on dit, est-ce qu'au final, il y a une sorte de taquilla chez les instances, chez les cadres de toutes ces instances religieuses, où vous pensez qu'il a été sincère à un moment, que vraiment lui a mis la pression? Les esprits mal intentionnés parlent de taquilla. Ils le prêtent aux autorités musulmanes un double langage. Bon, un Jacques Ellul, dont on parlait tout à l'heure en antenne, a parfaitement analysé ce double discours. Trêve d'ironie, la taquilla, ça existe. Alors je ne sais pas pourquoi le recteur de la Grande Mosquée de Paris change de discours. Je pense aussi qu'il ne doit pas se séparer, de se couper de sa base militante, sa base religieuse, sa base confessionnelle, ses ouailles. En quelque sorte, toute la communauté musulmane de France aurait du mal à accepter, dans sa majorité, qu'on qualifie le Hamas de terroriste. Pour eux, c'est un mouvement résistant, pour une grande partie d'entre eux au moins. C'est indéniable. Alors quand il dit qu'un musulman ne peut pas être antisémite, alors si on s'en tient à une certaine lecture du Coran, c'est vrai, parce que dans le Coran, vous avez des sourates médinoises et des sourates mécoises, et les sourates mécoises sont très favorables aux Juifs, et les sourates médinoises, elles sont très hostiles aux Juifs, donc on a du mal un peu à se repérer là-dedans. Simplement, ça ne date pas de la même époque. Bon, mais sous-entendre par là que si un musulman ne peut pas être antisémite, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'acte antisémite dans le monde musulman depuis que l'islam au 7e siècle existe, c'est faux. C'est une contre-vérité. Le monde musulman a été ponctué aussi de massacres, de tueries, sans doute pas dans la même proportion que l'Europe chrétienne, parce que la vision qu'a l'islam du juif n'est pas du tout celle de l'Europe chrétienne. Justement, on a vu, vous avez parlé de Julien Dray. Julien Dray, c'est quelqu'un qui est très critique maintenant, vis-à-vis de ceux avec qui il a fondé SOS Racisme. Il est un peu revenu de ses premières, de sa jeunesse, si je puis dire. Il y a aussi une ancienne sénatrice, Esther Benbassa, qui avait participé à la manifestation contre l'islamophobie en 2019. Et elle réagit aux attaques du Hamas, elle écrit « Pourquoi subirions-nous sans réagir, nous, juifs de toute origine, de toute condition, et d'opinions si diverses, la montée inquiétante d'un antisémitisme aveugle ?» Mais j'ai envie de lui dire, elle a participé à une marche où on criait, on avait des chants hostiles aux juifs. Et est-ce que c'est la faute des... Et quand on lui a fait remarquer qu'on avait crié Mort juif et Allahu Akbar dans cette manifestation de novembre 2019, elle a dit qu'elle-même ne les avait pas entendus. C'est très bien, je suis très ému par le retour comme ça, de la conscience d'un Julien Dray ou d'une Esther Benbassa, surtout d'une Esther Benbassa, mais tout ça ne les lave pas de leur responsabilité considérable dans le gâchis actuel. Julien Dray, c'est l'un des créateurs de SOS Racisme, et c'est l'un des façonneurs du paysage actuel délabré de la France d'aujourd'hui. Paul Lyonnais, en 93, dans Voyage au centre du malaise français, il y a 30 ans de cela, avait épinglé SOS Racisme, en montrant comment cette machine idéologique avait fait de l'antiracisme une arme idéologique, et Pierre-André Taguieff était sur la même ligne. Lyonnais a été ostracisé, stigmatisé, vilipendé, plus invité du tout dans la plupart des médias. Pourtant, quand on relit aujourd'hui cette hérédité, Voyage au centre du malaise français, on s'aperçoit que l'analyse de Lyonnais est impeccable. Donc oui, je suis très ému par le retour de conscience de tous ces gens-là, mais enfin, ils ne vont pas s'acheter une virginité à si bon compte. Il reste des demi... C'est un peu, si vous voulez, ça me fait un peu penser aux anciens communistes qui ont soutenu à fond le goulag et qui maintenant viennent pleurer des larmes de crocodile. On peut les appeler les demi-habiles? Je sais si pas vous voulez, comment. Oui. En particulier d'Esther Benbassa. Au moins, Julien Dray, bon, il a un parcours cohérent et il l'assume. Bon. Vous avez parlé un peu de ceux qui étaient pro-palestiniens, de ces peuples, de cette jeunesse. Justement, on a l'impression que les peuples ont une lecture huntingtonienne, si je puis dire, sur le monde, la situation géopolitique, sur ce conflit, alors que les États, ils défendent strictement leurs intérêts. Parce que, on en parlera plus tard, mais les Émirats Arabes Unis, ils n'ont pas foutu en l'air les accords d'Abraham, le Bahreïn, etc. Le Maroc a soutenu Israël. Contrairement à la Tunisie et à l'Algérie qui, eux, sont pro-palestiniens, ils n'ont pas du tout attaqué, dénoncé le Hamas. Et en revanche, les peuples, c'est pas la même chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les Marocains, les Algériens et les Tunisiens se rassemblent derrière la cause palestinienne, en tout cas en France. Donc est-ce qu'ils n'ont pas, eux, une lecture huntingtonienne, contrairement aux États, et que la guerre de civilisation, ou le choc de civilisation dont certains parlent, c'est plutôt au peuple qu'il faut, vous avez raison. Les États ont des intérêts, les peuples ont des identités.
Et il n'y a pas coïncidence entre intérêt et identité. Donc, au nom des intérêts, les Émirats arabes unis et le Maroc ne rappellent pas leurs ambassadeurs, très bien, mais les peuples marocains comme émiratis, en particulier marocains, on le sait, ne soutiennent les accords d'Abraham que du bout des toits, et encore, soutiennent pas vraiment et sont très hostiles à ce qui est en train de se passer de la part de l'armée israélienne à Gaza, bien sûr. Dans les manifestations pro-palestiniennes, on y trouve des Algériens, des Marocains qui d'ailleurs ne s'entendent pas entre eux, mais sinon, eux, ils se rassemblent autour de cette cause. C'est vrai que ça les rassemble. Cette cause-là est précisément la cause qui fédère vraiment le monde arabe. Et c'est peut-être la seule cause qui soit le catalyseur, et aussi la possibilité d'une libre expression de populations arabes qui, dans leur pays, sont totalement brimées et muselées sur tous les autres aspects de la vie politique. C'est l'ancien roi Hassan II du Maroc, qui disait du conflit israélo-arabe et d'Israël en règle générale que c'était l'aphrodisiaque du monde arabe. La formule est très juste. Et qui fédère, vous dites, certains peuples arabo-musulmans, mais qui fédérait la gauche à un moment aussi, ce conflit, ou vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, c'est un conflit qui a toujours divisé la gauche, au contraire. Ah oui. Au sein même de la gauche, bien avant la NUPES, bien avant LFI, vous aviez des approches très différentes selon que vous étiez au Parti communiste, qui était jadis très fort, n'oubliez pas, les années 80, oui. Il faisait encore entre 15 et 20% des voix. Quand Jacques Duclos s'est présenté au présidentiel en 69, il a dépassé les 23 ou 24% des voix. Et durant 25 ans, après la libération, le PC était à 25% des voix. L'approche du PC n'était pas l'approche du PS ou de la SFIO et ensuite du PS de François Mitterrand et des autres. C'était une approche très pro-israélienne au PS. Et d'ailleurs, sous la 4ème République, l'ancienne SFIO, c'est elle qui a conclu les accords militaires les plus fructueux pour Israël dans les années 50. Si Israël s'est engagé sur le chemin du nucléaire, c'est grâce à la 4ème République socialisante. Vous faites un lien, on a pu entendre des chants anti-juifs, notamment cette vidéo dans le métro parisien, mais il ne visait pas, cette bande de jeunes, que les juifs. Anti-police, anti-France. Oui. Est-ce que vous reliez les deux? Est-ce que l'antisémitisme et une certaine francophobie, comme disait Giscard d'Estaing, elles sont liées? Ce sont deux sentiments à 90-95%. Oui, globalement, c'est un rejet global du monde occidental. C'est un rejet global du monde occidental, de ses valeurs, et je dirais du monde blanc avec des guillemets, parce que c'est pas mon langage, c'est le langage précisément de ceux qui veulent exclure le racisme au nom du racisme, et ceux qui parlent de raciser, c'est-à-dire ceux qui réintroduisent le racisme. C'est en gros un refus globalement de tout ce qui ressemble à de l'Occident, à du blanc, à du dominant, comme ils disent, et forcément à du juif. Le juif étant, par définition, la quintessence du dominant aujourd'hui à travers l'État d'Israël, mais à travers aussi tous les vieux mythes juifs recyclés. Le juif contrôle les médias, l'argent, les affaires, etc., etc. C'est la position d'Ouria Boutedja, notamment, sur cette question. Bien sûr. Lorsque Michel Onfray évoque, par exemple, une guerre civile à bas bruit, il dit, depuis cet épisode, j'enlève à bas bruit. Vous, d'après vous, est-ce qu'on peut parler de guerre civile larvée, à bas bruit, en France, du moins? On n'est pas dans une guerre civile, ou alors vraiment on a la mémoire courte. Il faut savoir ce qu'était la guerre civile espagnole. Il faut savoir ce qu'était l'Espagne entre 1931 et 1936, avant que la guerre civile éclate. C'était un climat infiniment plus violent qu'aujourd'hui en France. On est dans un affrontement à bas bruit, oui. On est vraiment dans la position que Gérard Collomb a très bien définie jadis. Nous sommes pour l'instant côte à côte, et encore, et demain sans doute face à face. On est en face de communautés qui se regardent en chien de faïence et qui se haïssent, qui se détestent, qui n'en pensent pas moins, et dont l'une, la communauté majoritaire, a peur et se conduit comme une communauté minoritaire. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que la peur a changé de camp. La peur, elle est du côté des majoritaires qui ont très peur, qui craignent énormément de manifester ce qu'ils pensent vraiment, parce qu'ils seraient stigmatisés comme islamophobes, racistes, fascistes, enfin bref, dans le très mauvais camp, bon, sur le fond. Donc de ce côté-là, on n'est pas dans une guerre civile, non, on est dans un affrontement sourd. Je doute que ça dégénère en guerre civile. S'il peut arriver, c'est de la multiplication des émeutes du type juin-juillet 2023, ça oui. Justement, on a vu des manifestations pro-palestiniennes très violentes au Royaume-Uni, qui ont été dénoncées par le Premier ministre. Comment vous voyez la situation à 20, 30 ans en France et en Occident? En tout cas, si une immigration venue du Sud continue d'augmenter.
Le fil rouge de ce qui s'est passé en Allemagne, en Angleterre, ou en France, ou en Belgique, le fil rouge, c'est l'immigration de l'islam. L'énorme erreur, depuis 50 ans, c'est une immigration massive de l'islam. Ça a été dit sur tous les tons par André Malraux en 1956 à l'UNESCO. Ça a été dit par Claude Lévi-Strauss un an avant dans Triste Tropique. C'était pas des esprits qu'on pouvait soupçonner de cryptofascisme ou de réaction, etc. Malraux, n'oubliez pas le grand résistant qu'il était et la grande personnalité intellectuelle que c'était. On n'est pas ici dans un racisme bas de gamme, il ne s'agissait pas de cela. Il s'agissait simplement de dire nous sommes en présence avec l'islam d'une autre civilisation, qui est un code politique et qui n'est pas seulement une foi, un code politique qui est à milieu des idéaux des Lumières qui nous portent et qui structurent nos sociétés. En un mot, l'islam n'est pas soluble dans la société occidentale et des valeurs qu'il apporte depuis le XVIIe et XVIIIe siècle. C'est ainsi. Pourquoi? Parce que l'islam est fondamentalement politique. Et c'est ce qui explique que l'expression islam politique est une stupidité. L'islam n'est que politique, sur le fond. Donc la grande erreur, c'est celle-là. Maintenant, comment sortir d'une situation qui a été créée par nos aïeux il y a 50 ans, ça c'est évidemment une question très difficile, je n'ai pas de réponse miracle. Je sais simplement que le fil conducteur du chaos actuel, en particulier comme on le voit lors des grandes manifestations, c'est la présence d'éléments musulmans qui sont très radicalisés sur ce conflit. Il suffit de regarder même aux États-Unis, dans les facultés américaines ou dans les cortège en Allemagne, c'est le million de Syriens introduit par Mme Merkel qui a fait basculer complètement l'Allemagne aujourd'hui dans un paysage judéophobe que c'était inimaginable dans l'ancien pays, dans l'ancien Reich. Mais c'est pas la population allemande de souche, comme on dit, qui est aujourd'hui porteuse de cet antisémitisme. Non, ce sont ces nouvelles populations. Les États ont des intérêts, les peuples ont des identités. C'est un rejet global du monde occidental, de ses valeurs, du dominant, comme ils disent, et forcément du juif. Le juif étant par définition la quintessence du dominant aujourd'hui à travers l'État d'Israël. On est en face de communautés qui se regardent en chien de faïence et qui se haïssent, qui se détestent, et dont l'une, la communauté majoritaire, a peur et se conduit comme une communauté minoritaire. C'est ça le paradoxe. Je doute que ça dégénère en guerre civile. L'énorme erreur depuis 50 ans, c'est une immigration massive de l'islam. L'expression islam politique est une stupidité. Dans le cas d'Emmanuel Macron, il n'est pas maître du jeu totalement. Si Israël perd une guerre, ça sera la dernière. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est un génocide en miniature.